général du S3 Pays PACA, qui est une association de concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie en région PACA, et qui a la particularité de rassembler tous les acteurs du territoire, qu'ils soient associations, collectivités, industriels, salariés ou représentants de l'État. Notre rôle, c'est de faciliter les échanges entre les uns et les autres. Et donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire Réponse. Alors, Réponse, c'est quoi? C'est un de nos projets, un des projets du SPI-PACA. Et son objectif, c'est simple, hein, c'est d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations des habitants du territoire de l'étang de Berre sur la pollution de l'air et les gaz à effet de serre. Donc, je ne reviens pas plus précisément sur le dispositif réponse. Vous avez tout sur notre site internet, dispositif réponse. Et donc, aujourd'hui, l'objectif de ce webinaire, c'est bien de discuter plus précisément d'une des réponses apportées aux citoyens par un acteur du territoire dans le cadre donc, de ce rendez-vous du Café Réponse. Alors, je parle de rendez-vous parce que tous les cafés réponses ont lieu le dernier mardi du mois, comme aujourd'hui. Exceptionnellement, la dernière fois, et il paraît que je me suis embrouillée, la dernière fois, c'était en début de mois, puisque nous étions dépendants des vacances de la région parisienne. Donc, le Café Réponse, c'est tous les derniers mardis du mois, de 13h30 à 14h30, hors vacances scolaires. Et on rassemble aussi bien des acteurs que des citoyens. Donc, aujourd'hui, nous revenons donc, sur une attente exprimée par les citoyens quand nous allons à leur rencontre, hein, quand nous sommes allés à leur rencontre. Et une de ces questions, de ces attentes, c'était quels sont les liens entre santé et environnement? Et c'est vraiment une question qui est très prégnante sur le territoire, on l'imagine bien. C'est une demande forte. Et donc, nous avions présenté donc justement début mai l'étude BIS, qui est bassin industriel et santé, qui comparait des bassins industriels et des bassins non industriels. Vous avez tous les résultats sur la plateforme Réponse. Et aujourd'hui, nous abordons un nouvel angle qui est on part des émissions et par des calculs et des clés de répartition, on va évaluer le risque de ces émissions industrielles ou l'excès de risque, plus exactement, induit par ces émissions. Donc, les modalités, je vous les rappelle. Jusqu'à 14h, les présentations et ensuite 30 minutes de questions-réponses. Dans le chat de préférence, puisque le groupe est assez grand, mais si vous voulez la proposer à l'oral, enfin poser votre question à l'oral parce qu'elle exige un peu de contexte et que c'est un peu compliqué à écrire, n'hésitez pas, on passera les questions à l'oral. Donc, les intervenants aujourd'hui, c'est Cécile Morciano, responsable santé-environnement, la délégation départementale des Bouches-du-Rhône de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui va poser un peu le contexte de l'étude qui sera ensuite présentée par Sébastien Mathieu, chargé d'action territoriale pour les Bouches-du-Rhône, pour Atmos Sud. Et donc, pour mémoire, cette étude a déjà fait l'objet de l'événement Réponse le 1er avril par Dominique Robin. Et là, on va faire vraiment un focus particulier sur cette étude pour approfondir ce sujet et que vous puissiez poser vos questions. Autre point aussi, c'est que c'est l'ultime point avant que je passe la parole à Cécile. Excusez-moi, il faut couper vos micros. Est-ce que vous pouvez couper? Merci. Donc, l'ultime point, je disais avant de passer la parole à Cécile Morciano, c'est que ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous coupez votre caméra, mais c'est un petit peu moins agréable pour les intervenants. Et sinon, voilà, ça sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube où vous pouvez déjà retrouver tous nos anciens cafés-réponses. Donc, Cécile, je te passe la parole et je te passe aussi le partage d'écran. Parfait, on est à la dernière diapo, Cécile, mais tout va bien. Et si tu peux mettre en diaporama, ce sera parfait. Sinon, on voit. Hein. Par contre, ton micro, Cécile? Oui. Il a recoupé, je crois. Il a recoupé. Voilà, c'est bon. On t'entend. Bon. Ok, alors je vais juste partager en mode diaporama. Voilà. En attendant, je pose une question juste aux participants. Est-ce que vous avez connaissance déjà de cette étude ou pas du tout? Vous me répondez oui ou non dans le chat. Avez-vous connaissance de cette étude Scénarii? Oui ou non dans le chat. Ça permettra aux intervenants de s'adapter un petit peu. Voilà. Cécile, pardon, je te passe la parole. Merci Gwenaëlle.
Donc, moi, je vais introduire en fait l'étude Scénari, qui sera présentée ensuite par Sébastien Mathieu, Atmosud. Scénario 2, donc c'est une évaluation des risques sanitaires liés à l'exposition chronique par inhalation donc de la pollution atmosphérique sur la zone étendard. Donc c'est vraiment le focus que l'on fait. Alors, pourquoi cette étude? Alors, effectivement, petit point introductif, où on étend en fait de la connaissance en fait sur les liens, l'association entre pollution de l'air et la santé. Donc, certains polluants ont des effets bien établis sur la santé. On connaît bien le plomb qui induit le saturnisme infantile ou l'amiante, le mésothélium. Mais en fait, dans la vie quotidienne, nous sommes exposés à un mélange de nombreux polluants dont les effets cumulés restent parfois mal connus. Et on a des outils à notre disposition, notamment des études comme les évaluations des risques sanitaires qui permettent de mieux comprendre en fait ces expositions et d'identifier d'éventuels risques. Alors, à quoi sert une ERS? Donc, elle apporte des éléments de réponse sur les liens possibles entre environnement et santé à l'échelle d'un territoire d'études. Et comme toute étude scientifique, elle comporte des incertitudes. Et en fait, nous, ce qu'on dit effectivement, c'est que ce sont la convergence et la complémentarité des différentes études qui permettent d'éclairer au mieux en fait l'impact en fait et donc la décision publique. Alors, qu'est-ce qu'une étude de risque sanitaire? Donc, c'est d'abord une démarche scientifique qui est structurée. Et avant de parler de RS, il faut quand même savoir ce qu'est un risque sanitaire. Donc, il correspond en fait à la probabilité qu'un événement nuisible à la santé puisse survenir, et cela en fonction d'un danger identifié, donc là en l'occurrence un polluant ou des polluants, et d'une exposition réelle de la population. Donc, c'est une méthodologie qui est reconnue au niveau national et même international. Et au niveau national, donc on a des agences d'expertise que sont l'ANSES, l'INERIS, le Haut Conseil de santé publique, qui ont sorti plusieurs guides à ce sujet et qui reposent donc sur plusieurs étapes donc, qui seront ensuite expliquées par Sébastien. Quel est l'objectif donc d'une ERS? Donc, c'est de prendre en compte sur un territoire donné l'ensemble des émissions liées aux activités humaines, donc les industries, les transports, les aménagements, l'agriculture, etc. Et estimer l'exposition la plus vraisemblable des populations riveraines. En fait, c'est vraiment l'objectif. Et in fine, c'est de constituer un outil d'aide à la décision qui va être orienté vers la prévention et la réduction en fait, des expositions. Donc là, dans ce contexte précis, l'ERS qui a été conduite n'est pas une obligation réglementaire, c'est vraiment une démarche volontaire de prévention pour aller améliorer la connaissance et venir, in fine, comme je viens de le dire, devenir un outil d'aide à la décision. Donc, l'ERS, en revanche, n'est pas une étude épidémiologique, elle ne décrit donc pas l'état de santé réel de la population. Elle ne permet pas de prédire l'apparition de maladies chez les personnes identifiées. En fait, c'est un calcul qui est théorique et on estime ce niveau de risque qui est théorique à partir de données scientifiques disponibles. Et comment on interprète les résultats d'une ERS? Donc, en fait, on va comparer les résultats de l'ERS à des valeurs repères sanitaires qui ont été définies préalablement donc par les agences d'expertise notamment que j'ai précitées. On a deux indicateurs qui sont généralement utilisés. Donc, les quotients de danger, les QD. On va essayer d'expliquer le plus possible les sigles, mais vous allez voir qu'on va parler à plusieurs reprises de ces QD, de ces ERI aussi.
Donc le QD, quand il est supérieur à 1, en fait, cela signifie qu'on est dans une situation de surexposition possible pour les populations riveraines. En revanche, un QD égal à 2 signifie, signifie qu'un effet sanitaire ne peut être exclu. Il ne signifie pas une probabilité 2 fois plus élevée de survenue d'une pathologie. Et c'est vraiment ça la nuance, la confusion à ne pas faire. L'excès de risque individuel, le RI, donc quand il est supérieur à 10-5, il correspond à une probabilité théorique d'un cas supplémentaire pour 100 000 personnes exposées. Donc ça, c'est vraiment les bases à retenir en fait pour ensuite comprendre les ERS. Ces indicateurs donc, servent à orienter les mesures de prévention et non à annoncer des cas de maladie. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Sébastien. Merci Cécile. Donc Sébastien, je te laisse charger ta présentation, la partager. Donc on est bien sur du calcul de risque par rapport aux émissions et non pas sur une description de l'état de santé des populations passées, actuelles ou à venir. Ouais, vous avez ma présentation, Nickel. Gwenaëlle? Allez, super. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Mathieu, je travaille à Atmos Sud. Alors, très rapidement, Atmos Sud, donc, on est un organisme qui a la charge du suivi de la qualité de l'air en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On a un agrément ministériel pour mener à bien ce travail. L'agrément, il nous impose des règles. Il faut que l'on mesure un certain nombre de choses d'une certaine façon. Et cet agrément, il souligne aussi la qualité de notre travail qui suit tout un tas de référentiels nationaux ou internationaux pour mesurer et informer en qualité de l'air. Alors l'étude Scénarii, donc elle est numéro 2 parce que je vais vous en parler. On a fait déjà une Scénarii numéro 1 il y a quelques années de cela. Et donc, on remet à jour cette étude et on l'a conduite, cette étude, Atmos Sud, avec des partenaires et notamment l'Agence régionale de santé, hein, Cécile qui vient de s'exprimer, a participé activement à l'étude. L'Adréal y est aussi associé et la région, dans le premier volet, y avait été associée financièrement. Les grandes lignes de l'étude, Cécile les a évoquées et Gwenaëlle aussi a posé un peu le décor. Alors, le territoire qui concerne l'étude, c'est toute la partie ouest des Bouches-du-Rhône. C'est ce que vous voyez sur la carte, là, toutes les communes que vous voyez sur la carte, dont la zone de l'étang de Berre que j'ai entouré d'un cercle en pointillé. Donc, l'étang de Berre, bien évidemment, fait partie de l'étude, mais pas que, hein. On va jusqu'à Salon, à Arles, à Château-Renard et à Sainte-Marie-la-Mer, par exemple. Donc, c'est 66 communes de la zone ouest Bouches-du-Rhône. La Scénarii 1, ça fait déjà 10 ans que nous avons sorti cette étude, donc on réactualise cette étude. Bon, Cécile l'a bien dit, c'est une étude de risque chronique par inhalation. Alors c'est important parce que Cécile l'a dit, hein, l'atteinte à la santé, c'est multifacteur. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent atteindre la santé, vous le savez bien. Là, on s'intéresse qu'à un seul compartiment, c'est respirer, quoi, ce que l'on respire et les niveaux d'exposition chronique auxquels nous sommes soumis, c'est-à-dire des moyennes annuelles, ce genre de choses. On s'est pas intéressé à une exposition d'une heure, par exemple. Est-ce que une pointe d'une heure peut occasionner des problématiques? Alors, on a fait ce choix parce que, en termes de santé, c'est un des paramètres fondamentaux là, pour exprimer l'atteinte à la santé, c'est une exposition chronique sur de longs pas de temps. Le domaine de l'étude, c'est de l'ordre de 630 000 personnes qui y vivent, qui y habitent au moins. Gwenaëlle, tout à l'heure dans l'introduction, tu disais les sources industrielles. Bien sûr qu'elles en font partie, mais Cécile, tu l'as bien reprécisé, c'est toutes les sources qui sont prises en considération, c'est-à-dire à la fois le routier, le maritime, l'aérien, l'industrie, donc, mais aussi le résidentiel. J'ai marqué même les incendies, parce qu'effectivement, parfois, vous le savez, dans nos territoires, il y a de gros incendies, ça impacte les niveaux de poussière, notamment, qu'il y a dans le territoire, et nous les respirons à ces moments-là, et ça peut entacher la moyenne annuelle, hein, l'exposition chronique. Et enfin, cette étude, on s'est intéressé à 3 scénarios. La première étude, il n'y en avait qu'un seul. On s'est intéressé qu'à un seul scénario, celui dit adulte riverain 30 ans, donc le scénario réaliste. Là, on a voulu aussi prendre en considération un scénario majorant, qui est l'adulte riverain d'une vie entière, s'il passait 70 ans au lieu de sa résidence. Et puis, on a fait un scénario aussi qui concerne l'enfant. Donc, je répète les grandes lignes.
Étude de risque sanitaire chronique par inhalation, 10 ans après scénario 1. On suit, et Cécile l'a bien précisé, un protocole strict de RS. Je ne vais pas le détailler, mais ceux qui s'intéressent, ils pourront consulter ce que veut dire faire une étude de risque sanitaire. L'étude, l'intérêt qu'elle a réellement, c'est de s'intéresser à une zone complète, une étude de zone. Parce que dans ce territoire, il y a souvent eu des études de risque, mais très localisées, à Châteauneuf-les-Martigues, puis une autre étude à Berlétan. Donc nous, on a voulu, avec nos partenaires, faire une étude de zone, sur la totalité de la zone. On a voulu aussi s'intéresser à beaucoup de composés. Et donc, on en a pris en considération 30 polluants. On les a étudiés isolément, les uns et les autres, mais aussi en cumul de ces polluants-là, puisque, vous le savez bien, quand on respire aujourd'hui, on respire à la fois les oxydes d'azote, les poussières, l'ozone et ainsi de suite. Donc, on les a étudiés isolément pour les désigner éventuellement, ceux qui auront le plus de poids sur notre santé, mais on les a appréciés aussi dans le cumul d'exposition à tous ces polluants. Une des grandes plus-values de cette étude, c'est de ne pas se cantonner aux simples sorties de modélisation, mais de caler, de vérifier si ces sorties de modèles sont conformes aux observations qu'Atmosud mène sur le territoire depuis fort longtemps. Nous sommes, nous, présents dans ce territoire des Temps de Berre depuis les années 70 et on mène chaque année beaucoup de campagnes de mesure et puis on a des stations de surveillance qui mesurent en permanence un certain nombre de polluants. Donc on a modélisé pour avoir une information spatialisée des niveaux qu'il y avait, mais on a surtout confronté ces cartographies de pollution aux mesures que nous réalisons sur la zone et on a recalé les sorties de modèles pour qu'elles correspondent aux réelles observations. Et c'est une réelle plus-value dans l'étude. Donc du coup, l'étude, elle va apporter un éclairage sur les polluants qui sont en jeu. Et elle va donner de coup des clés d'action pour améliorer la situation. Alors, on vient de l'étude scénario 1, donc il y a quelques années de ça, en 2013, elle avait restitué ce genre de cartographie. Donc, on avait partagé les éléments de cette étude en disant, ben, malheureusement, on va dire 100% de la population de ce territoire se situe dans une zone à excès de risque, c'est-à-dire au-delà de 10,5. Et de ce diagnostic que l'on avait porté, on avait mis en lumière des zones à enjeu. Alors, les proximités routières, vous le voyez, des grandes zones urbaines aussi, comme chez nous à Marignane, par exemple. Et on avait aussi pointé, bien sûr, des zones de proximité aux zones industrielles, comme à Berlétan, à Martigues, par exemple, ou du côté de Fos-sur-Mer. Et une des grandes actions qui ont été menées suite à cette étude, c'était au travers d'arrêtés préfectoraux que l'État a pris, c'est d'impulser une action supplémentaire auprès des industriels à réduire leurs composés organiques volatiles que l'on avait désignés au travers de l'étude. Puisque l'étude, elle disait, tiens, il y a excès de risque au regard des niveaux de 1,2-dichloroéthane, par exemple. Et donc, il y a des arrêtés préfectoraux qui sont arrivés auprès de toutes les sources pétrochimiques des Bouches-du-Rhône pour leur demander d'intensifier leur action visant à réduire ces composés. Le scénario 2, donc on l'a démarré en 2023. En 2023, on a déjà publié sur notre site et ils sont toujours accessibles. Je vous donne les liens sur mes diapos. Là, vous trouverez les liens. Vous pouvez cliquer dessus et arriver à ce que je vous dis. C'est-à-dire que dès 2023, on a mis en ligne des rapports qui précisent la méthode que l'on va utiliser pour mener cette étude. On a fait un rapport aussi qui précise pourquoi on a choisi ces molécules et on a fait aussi un rapport qui précise le cadastre des émissions atmosphériques, ce qui nous permet au départ de faire de la modélisation. En 2024, on a fait ce gros travail que de modéliser et de confronter les sorties de modèles aux mesures que nous réalisons. Donc, cartographier l'exposition pour le benzène, pour les oxydes d'azote, pour les particules. On a confronté ces modèles, ces cartes à l'excès de risque, à des seuils d'excès de risque pour pouvoir se prononcer. Et en 2025, on a eu besoin d'affiner ces informations que nous avions, et notamment auprès de quelques sources industrielles, pour essayer d'attraper de la donnée que nous n'avions pas jusqu'alors. On a aussi essayé, avec les services de l'État, l'INERIS notamment, que de conduire une étude sur le territoire pour mesurer le chrome 6. Et je vais en reparler à la fin, mais on n'a malheureusement pas abouti sur ce sujet-là, donc on n'a pas intégré vraiment la réflexion concernant l'exposition au chrome 6.
Enfin, en 2026, et nous nous y trouvons, on a, nous, Atmos Sud, fait un webinaire où mon directeur, notamment, a pris le temps longuement de s'expliquer sur l'étude, avec l'ARS aussi. Donc, c'est l'image que vous voyez en dessous, c'est la vidéo de ce webinaire, donc vous pourrez le regarder tranquillement. Et comme l'a dit Gwen, il n'y a pas si longtemps, en avril, il me semble, nous avons participé en live à Fos-sur-Mer à présenter cette étude auprès de tous. Et puis, donc, du coup, depuis ce moment-là, nous avons publié sur notre site Internet le rapport complet de l'étude et la note de synthèse aussi qui fait les grandes lignes de l'étude. Alors, Sébastien, oui, excuse-moi, oui, je t'interromps juste 2 minutes parce que je sais la taille de ta présentation et je suis un peu inquiète sur le temps d'échange. ouais, ça marche. Je vais Donc, essaye accélérer un petit peu. de peut-être moins détailler, même si c'est frustrant et si Tout c'est à très fait. intéressant. Mais Ça marche, pas de souci. Alors, les polluants pris en considération, je vous ai dit 30 polluants. Et donc, les polluants, c'est quoi qui nous a guidés dans le choix? C'est déjà des données disponibles en émission ou en mesure. C'est aussi et surtout le fait qu'ils présentent un intérêt en santé. Et puis, c'est qu'ils aient des seuils réglementaires de santé, plutôt, valeurs toxicologiques de référence, pour confronter les niveaux mesurés avec un excès de risque éventuel en regard de ces molécules. Alors, la liste, elle est en dessous. C'est des COV, donc du butadiène, du benzène, c'est des particules, des PM10, des PM2,5, c'est des métaux, l'arsenic, le cadmium, le chrome total, pas le chrome 6, mais le chrome total, des oxydes d'azote, des dioxines, des furanes, des PCB. Bon, on couvre un champ relativement large. Comme je vous l'ai dit, la méthode, c'est on part des émissions, on modélise. La sortie modèle, on la confronte à nos mesures et on rectifie la sortie modèle pour qu'elle cale au lieu où les mesures sont réalisées. Et de ces cartos, on regarde si en dessous des niveaux élevés, il y a des habitants ou s'il n'y en a pas. Et ce qui nous a, ce sur quoi on s'est focalisé, c'est vraiment les habitants, avec tous les petits biais qu'il peut y avoir, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas aux travailleurs, par exemple. Et après, de ces sorties cartographiques, au lieu où les gens vivent, habitent, on les confronte à des seuils, VTR à seuil ou VTR sur seuil. 3 scénarios, je l'ai dit, donc je vais passer vite. Le 6 ans pour les enfants, c'est leurs 6 premières années, et on a mis des coefficients adaptatifs au niveau mesuré parce que il existe pour certains polluants vraiment des coefficients qui permettent de parler à l'exposition des enfants. Le scénario réaliste, 30 ans, et le scénario majorant. Alors, avant de vous parler des résultats, vraiment proprement parler de l'étude, je veux absolument vous faire état de dans quel contexte ce territoire se trouve en tendance, aussi bien en émissions. Quelles quantités sont émises dans les territoires qu'en niveau d'exposition? Qu'est-ce qu'on respire dans ces territoires? Alors, pour ceux qui connaissent bien ce territoire, je focalise mon message sur l'arrondissement d'Istres, qui est la proximité des zones industrielles, à Berre comme à Fos, et de dire, par exemple, je commence par le dioxyde de soufre, un polluant qui a vraiment impacté grandement le territoire avec de forts niveaux, que de montrer du coup que de 2007 à 2023, les quantités émises dans ce territoire ont grandement chuté en dioxyde de soufre. C'est le monde industriel jaune-orange qui en était à l'origine et qui en est toujours à l'origine et qui a diminué fortement ses émissions. C'est de l'ordre de 85%, 47 000 tonnes en moins. De montrer aussi que mes 28 stations de surveillance du dioxyde de soufre, qui jusqu'en 2023 mesuraient dans le territoire, nous montrent que l'exposition chronique, les moyennes annuelles, n'ont de cesse que de diminuer. Et on est en 2025 autour de 1 ou 2 microgrammes d'exposition pour la station la plus impactée et autour de 0 pour la moins impactée, que même les pointes horaires, les phénomènes de pointe qui en 2023 faisaient de l'ordre de 450 heures, ne font plus que 1 à 2 heures ces derniers temps, donc une amélioration dans l'émission SO2, une amélioration dans l'exposition du SO2. Ça marche aussi pour les composés organiques volatiles. Il y avait 19 000 tonnes de COV en 2007 émises dans l'atmosphère. Il n'y en a plus que 8 000 par les temps qui courent. Alors, c'est toujours 8 000, hein, ça fait toujours beaucoup. Et de montrer aussi que nous, Atmos Sud, là où il y a sur la carte des ronds, des cercles ou des triangles, ce sont des lieux où des gros matériels, ça s'appelle des chromatographes, sont mis en place dans ces territoires, permettent un suivi quart d'heure après quart d'heure, jour et nuit, toute l'année. Les niveaux que l'on peut y voir de l'ordre de 50 COV dans les lieux où il y a des triangles, c'est-à-dire à Port-de-Bouc, à Martigues ou à Berlétan, et que pour un des composés organiques volatiles que nous surveillons, par exemple le benzène, qui est un cancérigène mutagène reprotoxique, l'on voit que ce soit à Berre, à Martigues, à Fos, à Port-de-Bouc, à Rognac, Lébré ou à Fos, les niveaux d'exposition chronique n'ont de cesse de diminuer pour en 2025 être inférieurs à l'objectif de qualité dicté par l'OMS.
Ça marche aussi pour les oxydes d'azote avec une forte diminution et les niveaux que l'on mesure à Martigues comme à Vitrolles ou Marignane et Arles nous montrent aussi des baisses significatives. Alors là, on est remonté à un historique plus ancien, mais pour montrer qu'il y a de l'ordre de 50% des émissions en moins. Ça marche aussi pour les particules ultra fines avec de l'ordre de 72%, donc 4000 tonnes en moins environ dans ce territoire. Et donc de dire dans cette dynamique de diminution des émissions, diminution des concentrations, qu'a montré l'étude? Elle nous montre que sur des polluants qui sont réglementés dans l'air ambiant, c'est-à-dire où il existe des objectifs à atteindre en moyenne annuelle, et notamment ceux fixés par l'OMS, nous sommes dans ce territoire toujours concernés par des problématiques de santé en ozone, en PM10, en PM2,5, en dioxyde d'azote, en NO2. Et donc, ce territoire est, comme malheureusement l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, concerné. Vous voyez, par exemple, sur le NO2, c'est 36% des populations de ce territoire qui vivent au-dessus d'un seuil OMS, pour 50% en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On est en ozone, 100% des citoyens vivant en région PACA et dans ce territoire à être au-dessus de ce seuil. Ça, c'est pour des problématiques donc générales. Et pour ce qui est plus singulier à notre territoire de l'étang de Berre, et donc comme l'a dit Cécile, on va s'intéresser à des polluants qui présentent un coefficient de danger et d'autres à un excès de risque. Lorsqu'on va s'intéresser au cumul des polluants, pour la plupart du temps, ça va être additionné. Les coefficients, le quotient de danger seront additionnés, par exemple, pour les polluants qui touchent le même organe cible. Du coup, les résultats de l'étude, c'est pour les risques à effet de seuil de dose, il n'y a aucun polluant qui dépasse le quotient de danger, ni en polluant individualisé, ni en cumul de polluants. Et ça, c'est un progrès par rapport à Scénario 1, où Scénario 1, il y avait de l'ordre de 400 personnes qui se trouvaient être au-dessus. Là, on est à 0 personne. Pour ce qui concerne les polluants pris isolément, et on regarde le seuil de dose, où là, on regarde l'ERI 10.5, pour le scénario très majorant qui est 70, si on vivait 70 ans sur ce territoire, il apparaît des molécules, l'oxyde d'éthylène, qui présente un risque pour de l'ordre de 800 riverains, le dichloroéthane pour 100 riverains, le cobalt, et ainsi de suite. Pour le scénario réaliste, forcément, ça réduit un peu le sujet, et donc il y a les oxydes d'éthylène qui poussent le risque pour environ 10 personnes. Alors on dit inférieur à 100, mais le chiffre qui est sorti d'études, c'est 12. Et pour le scénario enfant, avec tout ce que l'on a pris en considération, c'est de l'ordre de un enfant, 2 enfants que l'on a trouvé qui présentent probablement un excès de risque à 1, 10 puissance moins 5. Quand on s'intéresse au cumul pour ces polluants, pour le scénario réaliste, on est de l'ordre de 400 individus qui présentent un risque, et c'est environ 0,1% de la population. Quand on majore un peu le sujet et qu'on prend le scénario du coup majorant, c'est plutôt de l'ordre de 4,5% de la population. Il y a bien 4 composés qui continuent à se distinguer comme poussant le risque en excès: l'oxyde d'éthylène, le N2-dichloroéthane, le cobalt, le chlorure monomère, et en certains lieux, certaines autres grandeurs, comme le benzène ou le 23-butadiène, viennent surajouter le risque. Ces composés, ils sont en lien fort avec les émissions industrielles. La synthèse, et j'en finis là, Gwen, la synthèse, on est bien dans une dynamique où les concentrations de polluants, notamment par rapport à 2015, la précédente étude, ont diminué dans l'air ambiant. Pour autant, subsistent bien 4 polluants réglementés, ozone, dioxyde d'azote, particules PM10, PM2,5, qui, en ce territoire, présentent eux aussi des risques, comme en région, et qu'en ce lieu, en ce territoire singulier, il y a bien un excès de risque lié au cumul d'exposition, et c'est notamment des COV, CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, qui vont pousser ce risque, et je les ai déjà identifiés: oxyde d'éthylène, N2-dichloroéthane et cobalt. Et si l'on fait le palmarès un peu des territoires les plus affectés, c'est Martigues, Port-de-Bouc et Berre-l'Étang, où la majorité des populations sorties de nos calculs se trouvent résider. Et la dernière slide, vraiment, Gwen, c'est de dire que, bien évidemment, je l'ai déjà dit, l'étude, elle ne parle que de ce qu'elle regarde. Et en la matière, nous n'avons pas regardé, effectivement, l'exposition au chrome 6. C'est pas que nous n'avons pas souhaité le faire, mais c'est qu'il n'existe pas en France, et pas que ici, une difficulté analytique pour mesurer ce chrome 6.
avec nos partenaires au niveau national, que sont notamment le Laboratoire central de surveillance qualité de l'air, eh ben, nous nous approchons dès cette année à travailler ensemble pour trouver la bonne façon d'appréhender ce grandeur-là. Et quand le calage sera fait, de la façon de bien mesurer ce grandeur, nous le mettrons en œuvre dans le territoire. Subsiste un dernier petit sujet aussi, les particules diesel. Il n'y a pas en ce moment de référentiel qui permette convenablement de confronter des niveaux à des excès de risque. Et il y a besoin qu'il soit établi par la France une règle d'utilisation d'une VTR sans seuil pour les PM2,5. Donc ces éléments, on les a portés au plus haut lieu, hein, et on espère que des avancées se feront. Et quand elles seront effectives, eh ben, nous les prendrons en considération dans une étude qui sera sans doute un scénario 3 ou un scénario 2 bis. Voilà, j'en ai fini, Gwen. Merci bien, oui, parce que vous le savez, enfin, pour nous, c'est important d'avoir ce temps d'échange. Et donc, c'est pour ça que je souhaitais vraiment préserver du temps. Et merci, Sébastien, de l'avoir fait. Du coup, je vais passer maintenant aux questions-réponses. Donc, que je disais, hein, vous pouvez les poser dans le chat ou lever la main. Donc, je vais passer maintenant aux questions-réponses. Je vous ai quand même posé une question dans le chat, justement, pour donner un retour un petit peu à Sébastien. C'est quel résultat vous marque le plus dans cette présentation? Si vous pouvez, dans le chat, nous donner votre réponse. Merci. Et en attendant, je passe aux questions. Donc, il y avait une première question qui portait sur les aéroports. Est-ce que, dans le cas des NOx, Sébastien, est-ce qu'on a pris en compte les émissions des 4 aéroports du pourtour de l'étang? Les 4. Alors, donc on a pris en considération au moins les émissions de l'aéroport Marseille-Provence, le plus gros d'entre eux. La base aérienne d'Istres, je ne suis pas très très sûr que nous ayons accès à la donnée et du coup que nous l'ayons prise en considération. Salon, je suis pas très sûr. Alors ce que je vais vous dire, donc j'ai pas de garantie, j'ai pas une vision très complète de ce qui a été pris en considération dans le terme émission. Par contre, comme je vous l'ai dit, on recale toutes nos sorties de modélisation avec des niveaux mesurés sur le territoire. Et là, par contre, je suis sûr et certain d'avoir pris en considération les oxydes d'azote mesurés à Salon-de-Provence, ceux à Istres, ceux à Fos, ceux à Marignane, ceux à Martigues et partout dans les territoires. Et donc, implicitement, tant bien même je n'ai pas le terme source des avions dans ces différentes bases, j'ai le terme source des niveaux mesurés, respirés par les citoyens de ces territoires. D'accord, donc c'est une façon, un garde-fou pour consolider les résultats, quoi. Oui, mais dans ce travail de collecte de la donnée, de source, on va poursuivre, nous, Atmosud, et même auprès des sources industrielles, hein, on va dans l'année qui s'annonce, on va intensifier le partenariat avec différents acteurs pour essayer d'avoir accès à des données plus raffinées que celles que nous avons jusqu'alors. Ces dernières années, on a beaucoup fait ce travail avec le Grand Port Maritime de Marseille, donc on a accès à beaucoup de données quasiment au fil de l'eau, au quotidien. On va essayer avec les aéroports aussi de mener ce travail. Ça améliorera sans doute nos rendus cartos et ça nous fera perdre moins de temps à corriger nos cartes à partir des mesures. Très bien, merci bien. Alors, pour le Chrome 6, analyse des fournisseurs en eau potable. Alors, j'ai pas bien compris peut-être la Non. question. Est-ce que, Chantal, tu peux la préciser, s'il te plaît? Je t'en prie. Oui, Gwenaëlle. En fait, normalement, il y a des analyses qui sont faites, je crois que c'est par l'ARS, qui sont justement, qui donnent avec précision les composantes de l'eau qui est fournie. Et pourquoi on pourrait peut-être aussi intégrer dans ces analyses la recherche du Chrome 6. C'est le Chrome Tu veux dire examen. étendre les analyses d'eau potable au Chrome 6, c'est ça? Oui, oui. Alors là, c'est plutôt une question pour l'ARS, du coup. Oui, Sachant que là, alors, normalement, la présentation portait sur voilà. l'air. Hein. Le périmètre, effectivement, de réponse, c'est vraiment que la qualité de l'air et pas l'eau potable. Moi, je vous invite à nous poser votre question par mail, comme ça on aura on aura votre adresse mail, on vous répondra point par point sur le Chrome 6 dans l'analyse, dans les analyses du contrôle sanitaire de l'eau. Oui, mais quand on parle de l'étude du Chrome 6, il n'est détectable que dans l'eau, pas dans l'air, à ma connaissance. Non, justement, en fait, on a des difficultés. Enfin, Atmosud, Sébastien vient de vous indiquer que, en fait, il y a eu des tentatives de mesure du Chrome 6 dans l'air, mais qu'on est toujours dans l'attente, en fait, de méthodologie de mesure pour analyser ce Chrome 6. C'est plus simple.
Comment? En fait, Madame Pissot, Oui, pardon, oui. même qui sont en fait alors ce qui est fait dans l'eau ne peut pas être transposé à l'air. On est dans une onde matrice et du coup je ne sais pas si dans l'eau il est facile de l'appréhender ce chrome 6, mais en tout cas dans l'air il est difficile de le maintenir sur un support de prélèvement avant qu'il ne parte en analyse. Il se transforme très rapidement. Et donc, du coup, les essais qu'on a fait, une fois qu'on a prélevé et qu'on a amené ça à un laboratoire pour l'analyser, il s'était transformé et on avait du mal à l'apprécier. Et c'est pas une difficulté, je le répète, c'est pas une difficulté spécifique à Sud. Hein. Des gens très haut placés, Ineris et autres, se heurtent aux mêmes difficultés par-delà la France. Et donc, on va travailler tous ensemble avec beaucoup de laboratoires pour essayer de trouver une façon convenable de faire cela. Mais ce qui est fait dans l'eau ne pourra pas, sans doute pas, se transposer à l'air, sinon ça aurait été déjà fait. Oui, tout à fait. Et Merci puis bien. pour compléter aussi, sur la partie eau, nous, on n'a pas de difficulté pour mesurer le chrome 6. Donc, quand ça doit être fait, ça se fait. Mais voilà, si vous voulez avoir plus de précision sur la fréquence d'analyse du chrome 6 dans l'eau, etc., je vous invite à nous envoyer un message de façon à ce qu'on vous réponde plus précisément. Merci, je passerai par Gwenaëlle pour avoir vos coordonnées. Oui, par Gwen, Oui. Alors, je rappelle, Chantal est élue de la ville de Rognac et très impliquée dans l'environnement depuis longtemps. Alors, je Merci. passe à la question suivante. Quels sont le ou les secteurs concernés par l'exposition à l'oxyde d'éthylène présentant un risque sanitaire? Sud de l'Aveyron ou Port-de-Bouc également concernés? Oui, alors c'est plutôt donc ce qui ressort dans les zones au plus fort excès de risque, c'est le quartier de la Vera, plutôt. La proximité immédiate des habitants à quelques sources émettrices de cette grandeur-là. Sur ce composé singulier, à Port-de-Bouc, je pense que non, il n'y a personne qui ressort de l'étude exposé à cette molécule. Merci bien. Quelle période d'étude a été intégrée? Comment sont intégrées et gérées les baisses d'émissions dans ce cadre? Oui, alors oui, c'est important ça, bien sûr. Alors, l'année d'observation, c'est 2021 surtout. Voilà, c'est les niveaux annuels de 2021 qui sont le cœur de l'étude. Voilà, alors on les a appris en regardant convenablement 2022, 2020. C'est pas une année qui fait quoi, c'est pas une année qui fait exception. Par exemple, c'est pas l'année Covid. On n'a pas pris l'année Covid où là, en la matière, on aurait dit tout va bien, tout va bien, tout va bien, et il s'est rien passé. Donc, on a pris une année euh, basique, classique, on va dire, dans ces moments-là de 2021-2022. Pour quelques grandeurs, comme l'oxyde d'éthylène, justement, on a pris l'année 2023 aussi, et pas 2021, parce qu'on n'avait pas assez de données à ce moment-là en 2021. Donc le fond de l'étude, c'est 2021, mais on a malgré tout observé les niveaux que l'on avait pu constater en 2023, parce qu'on avait suffisamment de mesures sur le territoire dans cette année 2023 qui nous permettaient d'être droit dans nos bottes sur le rendu cartographique. Très bien. Donc, il y a quelqu'un qui demande, enfin, Chantal qui demandait la présentation de Sébastien. Donc, Shirley a remis le lien en fin de chat. Ouais. Donc, n'hésitez pas à vous y reporter. Quid de la pollution de l'eau sur la commune de Fos? Eh bien, c'est pas notre sujet. Je ne Ouais, sais pas alors c'est quelle que est l'air, Corinne. donc je le redis, Mais mais c'est que réponse, on s'est intéressé réponse qu'à ce déjà, c'est que la compartiment. pollution de l'air Ouais. enfin, que le compartiment air, que ce soit polluant dans l'air ou gaz à effet de serre. Et Sébastien, lui, gère la surveillance de la pollution de l'air sur les Bouches-du-Rhône, entre autres, avec d'autres, évidemment. Ouais. Peut-être comme tout à l'heure, en fait, indiquer que si la personne veut se rapprocher de moi justement voilà, pour lui apporter les éléments de réponse, il n'y a pas de souci. Alors, je prends la dernière question écrite dans le chat et après, je passerai la parole aux mains levées. Donc, quid de la suite donnée par l'industriel sur l'oxyde d'éthylène? Est-ce qu'il partage l'analyse de scénario 2? Alors, moi, je réponds de mon point de vue. Donc, nous, en tout cas, l'étude scénarienne avait été partagée avec le plus grand nombre, et notamment les industriels, puisque nous avons parlé de leur rejet et aussi des molécules que certains émettent. Et Scénario 2 ne fait pas exception. Donc, on a partagé déjà l'information auprès des sources industrielles, auprès des services de l'État. Et je pense que donc chacun en tirera les enseignements qu'il convient. Et sans doute,
poursuivront, l'État et l'industrie vont sans doute poursuivre les actions qu'ils ont déjà engagées pour limiter autant que faire se peut les rejets de toutes ces grandeurs, dont l'oxyde d'éthylène. Très bien. Je passe la parole à Marc Bayard, maintenant, donc président d'Environnement Industrie, association d'industriels. Oui, merci Gwenaëlle. Vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Oui, bah, ça tombe bien parce que je voulais réagir aux propos de Sébastien donc, sur l'oxyde d'éthylène. L'oxyde d'éthylène présente un peu les mêmes difficultés analytiques, alors d'un ordre différent, mais que le COM6. Ceci étant, il a été décidé de le faire apparaître dans l'étude. Les difficultés analytiques sont très difficiles parce que les valeurs toxicologiques de référence qui sont prises en compte pour évaluer l'excès de risque sont excessivement faibles. D'ailleurs, ces valeurs-là ne font pas l'objet d'un consensus scientifique parce que c'est extrêmement difficile à mesurer. Aujourd'hui, au niveau de l'émission de l'installation, alors effectivement l'exposition est dans la zone de la Vera puisque c'est la seule installation qui produit de l'oxyde d'éthylène, elle est située à la Vera. Au niveau de l'émission, on ne détecte aucune valeur parce que les valeurs d'émission sont faibles. Et dans l'atmosphère, alors tu me corriges Sébastien si, si tu as des choses différentes, hein, et au niveau de l'atmosphère, donc au niveau des appareils de mesure qui sont situés à divers endroits dans la zone, il est impossible de détecter l'oxyde d'éthylène. Donc les valeurs qui sont prises en compte dans l'étude sont toutes des valeurs théoriques. Donc ces valeurs théoriques, comme très souvent, elles sont situées d'un côté, on prend le côté avec le maximum de sûreté, principe de précaution, et donc on identifie que si ces valeurs étaient vérifiées, il y aurait effectivement un excès de risque. Alors tout ceci est assez paradoxal parce qu'en même temps, c'est une des émissions donc, de polluants sur lesquelles les industriels ont fait le plus de progrès au cours de ces 10 dernières années et ont mis l'installation aux meilleures technologies disponibles. La preuve, on n'arrive pas à mesurer aujourd'hui de valeur à l'émission. Donc on prend que des valeurs théoriques en fonction du nombre de brides, du nombre de points de jonction, etc. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, ça veut dire qu'on doit là aussi poursuivre l'amélioration des connaissances, les expertises scientifiques, et de façon à progresser. Et s'il y avait effectivement des choses confirmées, il y aurait certainement aussi des mesures à prendre. Ouais, enfin, je valide, oui, oui. Quoi, dans cette étude, certains pourront croire que on ne se met pas suffisamment de garde-fous, mais au contraire, quoi, souvent on maximise un peu l'information. Et là, en la matière, sur l'oxyde d'éthylène, effectivement, comme l'a dit Marc Bayard, toutes les mesures qu'on a engagées depuis des années en ce territoire sont inférieures à la limite de quantification des laboratoires. Donc on voit rien, on voit rien, on voit rien. Mais du coup, dans nos sorties cartographiques, on ne peut pas dire on voit rien. Et donc, on met une valeur, et comme tu l'as dit, elle est théorique, cette valeur. Donc, on fixe malgré tout, on se dit, malgré tout, au regard des émissaires, il doit y avoir des niveaux ici qui sont inférieurs à la limite que je n'arrive pas à percevoir avec mes labos, mais qui ne doivent pas être à zéro. Et donc, finalement, on maximise un peu l'information sur cette grandeur-là, mais je vous invite à vous rapporter au paragraphe singulier dans notre rapport de mesure sur cette grandeur-là, où l'on expose clairement ces sujets-là et où l'on voit aussi l'amélioration dont Marc Maillard a parlé, c'est-à-dire des quantités émises dans notre atmosphère qui ont fortement diminué ces dernières années. Merci bien pour ces compléments. Alain, au micro. Voilà, bonjour. Bonjour. Alors, deux petites questions et puis une troisième s'il y a le temps après. La première, c'est étant donné les risques du cadmium en matière en agriculture, est-ce qu'il y a une priorité à donner à la mesure du cadmium industriel dans les émissions aériennes pour éviter un surrisque au cadmium? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on aura un jour peut-être un scénario, en quelque sorte, pour avoir une comparaison sur un scénario dans des territoires non industriels, pour comparer les polluants, pour comparer, en fin de compte, les risques sanitaires.
Alors, le cadmium, Sébastien. Alors, moi, j'ai juste à préciser, et tu le sais, Alain, c'est que, alors, on sait tous, quoi, je m'imagine que vous savez tous qu'effectivement, en France, on est bien exposé apparemment au cadmium lié à l'alimentaire. Et donc, j'ai entendu, Alain, il faut pas rajouter, pourquoi ne rajouter, quoi, pourquoi ne serions-nous pas plus drastiques pour toute autre source de contamination que peuvent être l'air, que peut être l'air? Ça, c'est les services de l'État qui répondront. Moi, ce que je peux juste mentionner, c'est qu'on a bien pris, et tu le sais, l'information du cadmium dans l'air. Donc, on a des mesures à Port-de-Bouc, à Fos, et on en a fait plein dans le passé qui apprécient les niveaux de cadmium présents dans l'air, comme l'arsenic, comme le plomb, comme le nickel et autres. Et là, en la matière, et tu le sais, on voit des niveaux relativement faibles, mais j'entends ce que tu dis, faible, ça vient se surajouter à une Oui. exposition qui apparemment est bien chargée. Voilà. Alors du coup, regardez, Cécile plutôt, décidément. Cécile, est-ce que je ne sais pas si toi, tu as des infos sur cette précaution que les services de l'État pourraient prendre pour moins nous exposer au cadmium? Ah, il faut attendre que les textes sortent, hein, tout simplement. Mais par contre, je vais répondre à la deuxième partie de la question. Donc, En s'il fait, arrive dans les zones non industrielles. voilà, en fait, l'ERS, si vous voulez, comme on est sur un calcul de risque, prend en compte déjà cette donnée-là, si vous voulez. On compare vraiment des niveaux de risque par rapport à des valeurs repères de référence. Donc, cette donnée-là est déjà intégrée dans le résultat. Oui, dans la mesure où on mesure un Ok. excès de risque, quoi, c'est ça. C'est par rapport à C'est la ça, référence un qui est là où il n'y a pas d'industrie. sur-risque ou effectivement un sur-risque ou un excès de risque. Oui. Selon que l'on est, bon, on n'a pas, enfin, effectivement, on n'a pas pu développer vu le temps, mais selon qu'on est face à des polluants soit euh, à seuil ou sans seuil de dose. Donc, c'est-à-dire soit non cancérigène, soit cancérigène. D'accord. Merci, merci. Et donc, Alain, tu avais une troisième question, je crois qu'on peut en profiter. On peut en profiter. Alors, la troisième question, je pense qu'elle sort un petit peu du sujet, mais bon, ça peut regarder surtout Cécile. J'ai entendu dire il y a un petit mois aux actualités qu'on avait isolé 3 clusters de la maladie de Charcot, où le nombre de décès dans ces clusters était supérieur à la moyenne nationale. Il y avait un cluster en Bretagne, un cluster en Occitanie et un cluster, c'est pour ça que je pose la question, à cheval entre Nîmes et Avignon. Voilà. Bien entendu, les recherches épidémiologiques sont en cours, je pense. Un neurologue interrogé a émis l'hypothèse d'un problème encore avec les pesticides. Alors la question c'était, est-ce que Cécile, à votre niveau, vous en avez entendu parler ou pas? C'est tout, hein, c'est juste ça. Alors, moi, à titre personnel, donc j'en ai pas effectivement entendu parler, et d'autant que je suis compétente sur le département des Bouches-du-Rhône et ces 4 clusters, Oui, effectivement, ne se trouvent pas dans mon exactement. département de compétences. Pour autant, je peux vous apporter l'information suivante, si ça vous intéresse. Donc, si on a effectivement faire une suspicion de cluster, ça passe par Santé publique France qui va investiguer sur le plan D'accord, épidémiologique. Voilà. bien sûr. OK. Merci beaucoup. Merci bien à tous les deux. Je disais que donc là, on s'achemine vers la fin. Vous avez encore un petit peu de temps si vous souhaitez poser des questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Peut-être Sébastien rappeler quelques Oui, messages clés de la présentation ouais. Oui, de cette quoi, étude. je veux juste vous rappeler, du coup, je l'ai dit, mais que dans la présentation que je vous ai faite, il y a bien des liens hypertextes qui vous amènent rapidement en un clic sur à la fois la présentation que ma direction a faite pendant un bon moment, mais aussi les liens vers le rapport complet, les rapports de méthode, une synthèse aussi. Donc, n'hésitez pas à aller, ça vous apportera forcément des éléments complémentaires. Moi, les éléments que je rementionne, c'est ce que l'on fait figurer dans la synthèse, c'est que il ne faut pas, dans ce territoire, notamment d'industrie et des temps de berre, nier la dynamique de progrès dans laquelle nous sommes.
Gwen, quand tu nous as fait le temps 3, j'ai été étonné de trouver que beaucoup de gens, tu leur demandais s'ils imaginaient que la qualité s'était améliorée ou s'était dégradée. Je crois que l'immense majorité des gens avaient dit s'améliorer. Et je suis satisfait de découvrir du coup que les gens, ça y est, c'est rentré, ils n'écoutent pas que les médias qui nous disent c'est de mal en pire. Il y a des sujets qui s'améliorent et là, en la matière, la qualité de l'air s'améliore. Pour autant, tant bien même cette dynamique à l'amélioration existe, on voit qu'il y a un certain nombre de polluants qui continuent à présenter une problématique en santé, des oxydes d'azote, des particules fines, des moins fines, l'ozone. Malheureusement, chez nous, là, ça va démarrer d'un jour à l'autre, là, les phénomènes de pollution à l'ozone, et vous allez voir qu'on va avoir malheureusement des valeurs relativement élevées. Alors, il y a ce sujet, mais qui n'est pas une spéciale étang de mer. Et puis, on a bien pointé du doigt, effectivement, que le cumul des molécules qu'il y a en ce territoire, et notamment le surajout de quelques sources industrielles, pousse le risque un peu plus fort, un peu plus loin encore, et que ça tourne autour de quelques COV qui sont déjà en phase d'amélioration. On note clairement, ces dernières années, des niveaux plus faibles dans l'air ambiant, en benzène, en 1,3-butadiène, en CVM, quoi, sur toutes ces grandeurs, on le voit aussi, cette amélioration. Et donc, moi, le message que j'ai, c'est que je m'imagine que cette dynamique d'amélioration va se poursuivre. Et nous, Atmosud, en tout cas, on va bien rester en mesure en tous ces endroits-là pour vérifier voilà, si la dynamique se poursuit. Et juste un petit message, parce que dans les autres moments de questionnement, les gens ils nous ont un peu titillé sur le Port Saint-Louis-du-Rhône, Fos-sur-Mer, pourquoi ils apparaissent pas, pourquoi ils apparaissent pas, de rappeler que voilà, nous on est sur des données objectives. On a des mesures à Port Saint-Louis-du-Rhône, on a des mesures à Fos-sur-Mer et on n'en a pas qu'une, on en a plusieurs et ça fait des années qu'on les mesure. Et du coup, voilà, sachez que ces territoires ont eux aussi bien été observés sur tous les polluants, les 30 polluants dont on parle, des métaux lourds en passant par les HAP, les dioxines, les furanes. Et le constat, il est celui que l'on fait. C'est plutôt la proximité de Quartier de la Vera, c'est plutôt la proximité de la zone pétrochimique de Berlétan et Port-de-Bouc qui sont les trois zones où subsistent des populations en excès de risque. Le territoire de Fos, de Port-Saint-Louis, mérite continuer à être amélioré. C'est pas ce que je dis. Il faut que l'amélioration bénéficie à tout le monde. Mais ce n'est pas en ces lieux qu'apparaissent les problématiques sur notre étude de RS, en tout cas les plus aiguës. Merci bien. Donc, j'en profite aussi pour rappeler que, comme d'habitude, on vous met un questionnaire satisfaction à remplir. Donc, dans le chat, vous avez ce formulaire à remplir. Si vous voulez bien le remplir, ça nous aide, nous, à nous améliorer. Ça vous permet aussi de proposer des sujets pour les prochains cafés-réponses, à condition, comme je le disais tout à l'heure, que ça concerne soit les polluants dans l'air, soit les gaz à effet de serre, tout ça dans le compartiment air. Ensuite, j'ai une question de Wafa. Je me permets, Wafa. Oui, bonjour. 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 Juste pour rebondir à votre point, Monsieur Sébastien, je voulais savoir si ces données existent au niveau du territoire de Fos. Pourquoi ces données, en fait, n'ont pas été incluses dans les données d'entrée pour votre modèle Scénarii? Non, mais elles le sont, justement, je viens de le dire, elles le sont. C'est-à-dire, à Fos-sur-Mer, nous avons les données d'émissions d'Arcelor, Esso, Lyondell, Cameron, Everest, les bateaux, les voitures, on a toutes ces données d'émissions et nous avons des mesures réalisées sur le territoire à Fos-Carabin, par exemple, mais pas que au terminal container, au terminal pétrolier. Donc, on a des mesures de COV, de HAP, d'H2S, de SO2. Et donc, notre étude s'est aussi intéressé à la problématique phocéenne, comme à celle de Port-Saint-Louis d'ailleurs, Miramas, Istres. Donc elle fait partie de l'étude au même niveau que la Vera, Berre et tous ces territoires. Oui, oui, elle y est. Toutes ces Je données rappelle sont donc, intégrées. Wafa, que vous parliez au nom de la commune de Fos. Et Sébastien, peut-être repréciser qu'il y a quand même dans cette étude, alors là, on envoie les résultats de façon succincte, d'autant plus par le format, mais repréciser qu'il y a beaucoup de temps consacré à la collecte de données quand même. En effet, oui. Ouais, ouais. Mais il y a de la mesure, hein. C'est pour ça que j'ai voulu le repréciser. Je n'ai pas été clair, mais non, mais Fos-sur-Mer, on est très attentif au niveau qu'il y a dans la ville de Fos-sur-Mer depuis fort longtemps. On y a des mesures jour et nuit qui y sont réalisées avec des matériels de référence étalonnés et donc précis, aussi précis que ceux de Berre, Fos, Marseille. Les données sont accessibles auprès de tous. Et donc l'étude a bien concerné aussi le territoire de la ville de Fos. Très bien. Marc Bayard, et après je repasse au chat.
Oui, je voulais juste repréciser, effectivement, Sébastien a dit qu'il y avait les risques les plus aigus qui étaient identifiés dans la zone de l'Aveyron et de Berre. Alors, le terme utilisé, le plus aigu, me paraît un peu exagéré, parce qu'il n'y a pas de risque aigu identifié, donc tout est relatif. Et notamment, donc, de scénario 1 à scénario 2, on est passé d'un niveau de vigilance ou de préoccupation où il fallait prendre des mesures, ce qui a été fait, hein. Donc, on a cité donc l'arrêté sur la réduction des COE, des mesures spécifiques pour le changement de combustible, la réglementation UED qui a été mise en place, etc. J'en passais des meilleurs. Et aujourd'hui, donc scénario 2 nous met dans une zone qui est dite, je crois, de vigilance, parce qu'il faut toujours être vigilant, mais qui nécessite, comme on l'a dit pour le chrome 6, pour l'oxyde d'éthylène et pour d'autres valeurs, de mieux comprendre et de mieux mesurer. Parce que si on n'a pas des mesures et si on n'a pas compris d'où ça vient et quel est le niveau, on ne saura pas prendre les mesures concrètes. Donc aujourd'hui, on en est là en fait. Donc ce qui veut dire qu'on a aussi atteint un niveau d'émission qui est quand même en très net progrès. Alors évidemment, c'est un industriel qui parle. On ne va pas dire qu'on n'a pas fait des progrès, mais je crois qu'il faut ouvrir les yeux. Et il y a la volonté des industriels pour continuer à progresser, pour autant qu'on ait compris et qu'on ait des choses très spécifiques sur lesquelles on peut travailler. Merci bien. Je prends la question de Véronique aussi qui dit il aurait été intéressant d'avoir une présentation de l'Adréal ou des industriels qui démontrent les baisses d'émissions prises en compte dans scénario 2 par rapport à scénario 1, mais peut-être a-t-elle eu lieu auparavant. Alors, pas tout à fait sous cette forme. On a déjà eu des présentations de l'Adréal et des industriels, mais pas forcément sous cet angle-là. Donc, on est preneur. On a des cafés-réponses tous les fins de mois. N'hésitez Oui. pas. Après, Sébastien, tu veux rajouter quelque chose? Après, dans les données que je vous ai présentées, sur les slides de SO2, NOx, COV, poussière, cette information y figure. C'est-à-dire que vous pourrez aller regarder calmement, tranquillement mes slides que j'ai passé un peu vite pour observer voilà, l'évolution à l'amélioration des quantités émises. Et n'oubliez pas d'aller regarder sur notre application Sigal, où vous avez commune par commune, Fosse compris, Rognac aussi, l'évolution des émissions atmosphériques, mais rien n'empêche ce que tu viens d'évoquer, hein, Gwen, que l'État ou les industriels viennent nous présenter à tous ces sujets dans les prochains cafés-réponses. Une question encore de Chantal qui dit la baisse des polluants est peut-être aussi en relation avec la désindustrialisation du secteur. Ouais, ça prend en considération tout. Alors, je pense Madame Clisson, elle doit évoquer la raffinerie de Berre qui s'est arrêtée. Bien évidemment que quand la raffinerie de Berre s'est arrêtée, des tonnes en moins ont été émises, n'ont pas été émises dans l'atmosphère. Il y a eu un gain. Mais l'immense amélioration des niveaux à Fos et à l'Aveyras, c'est plutôt les progrès techniques et les actions engagé par le monde industriel pour ne plus brûler du fioul, pour mettre des chaudières à Banox, pour plein de choses, quoi, sans doute plein d'actions engagées pour réduire ça. Mais le côté activité, baisse d'activité, fermeture de site impacte forcément les quantités émises à l'atmosphère, oui. Tout à fait. Chantal, tu avais une nouvelle question? Je te vois lever la main. Oui, merci. Oui, je voulais juste faire part d'un témoignage. Alors, je ne sais plus en relation avec quelle loi, si c'était la loi Bachelot ou la loi Céveso au Magnier. À un moment donné, les industriels devaient faire une enquête de santé tous les 5 ans autour de leur site. Et pour mémoire, le site de Shell à l'époque avait mis en place une unité de production de butadiène qui était flambant neuve et qui a été fermée en raison des mesures qui avaient été faites dans les riverains de Berre. Donc, cette unité a été fermée alors qu'elle venait juste d'être ouverte. Voilà. C'était juste ce témoignage. Je ne sais pas où en est maintenant, où en sont les obligations des industriels au niveau justement de l'enquête santé, puisque c'était tous les 5 ans. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe, si ça a été annulé, si ça perdure, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été vraiment quelque chose d'assez important. Voilà. Peut-être Marc, une réponse sur la partie études de santé des industriels, les obligations des industriels sur les études régulières?
Oui, Faire donc il y autre a chose. des obligations de renouvellement tous les 5 ans d'études de danger, des ERS propres à chacun des sites. Donc ça, D'accord. c'est la réglementation et effectivement, c'est mis en place. Sur l'installation de butadiène, je me renseignerai parce que je j'ai pas connaissance de cette situation-là sur Berre. Je suis étonné, mais je me Oui. renseignerai. Non, mais Madame Clisson, je ne sais pas, mais du site pétrochimique de Berre continue à avoir une unité de butadiène et d'émission de butadiène, et c'est pour ça qu'on le mesure à Berre-l'Étang, du coup. Après, qu'il y ait eu une unité supplémentaire qui ait été fermée, je ne sais pas moi non plus, mais en tout cas, actuellement, il y a bien encore une unité de butadiène. On va finir les questions parce que l'heure est déjà dépassée. Donc, Véronique qui revenait sur la réduction des émissions industrielles en disant que là, on avait une vision globale et qu'il serait intéressant de l'avoir par industriel. Donc, au poste la demande auprès de l'ADREAL ou des industriels. Et ensuite, Éric Pourtin qui nous disait le volet sanitaire des études d'impact est-il toujours obligatoire? Ça, c'est plutôt pour toi, Marc, je Alors pense. oui, Ou pardon, non, parce que Cécile. je Non, peux non, aussi non, répondre. désolé, Gwenaël, j'affirmais qu'il est toujours obligatoire. C'était pas une Ah, question. c'était pas une Pardon. question. Autant pour moi. Bah, moi, je peux aussi rebondir sur ce que vient d'indiquer Eric. Effectivement, je confirme qu'il est toujours obligatoire et que l'ARS donc, est saisie pour produire des avis sanitaires par l'ADREAL ou l'autorité environnementale sur les projets d'extension notamment ou de modification de process des industriels. Voilà, donc ça fait partie pour le coup de nos missions régaliennes et quotidiennes. Très bien. Merci bien. Donc là, on est vraiment à la fin, on touche à la fin. Donc, Éric, tu souhaitais encore intervenir? Oui, je voulais juste venir en complément pour la question relative aux réductions des industriels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les commissions de suivi de site pour l'ensemble de ces industriels, soit par bassin, soit par industriel en fonction des territoires. En tout cas, pour les territoires qui nous concernent et dont on parle aujourd'hui, il y a plusieurs CSS qui existent, celle de Berre, Rognac, Vitrolles, Marignane, celle de Châteauneuf-les-Martigues, celle de Martigues-la-Vera et les deux de Fos, et que l'ensemble des résultats des industriels sont présentés pour chacun des bassins, air, eau, notamment, lors de ces CSS, et qu'elles sont consultables, ces données, sur le site de l'ADREAL, rubrique CSS. Donc, si vous êtes intéressé pour voir l'évolution des émissions des industriels, elles sont présentes à cet endroit-là. Donc, CSS, Après, commission de suivi de site. voilà, merci, pardon. Merci bien. Merci à tous. Donc là, vraiment, c'est la fin. Merci pour votre participation à ce séminaire. Merci beaucoup aux intervenants, donc à Cécile et à Sébastien. Merci d'être autant impliqués dans le dispositif réponse et d'être toujours partant pour de nouveaux séminaires, débats, etc. Un grand merci à chacun d'entre vous de votre intérêt pour réponse, de vos questions et de vos remarques qui sont toujours une source d'enrichissement. Merci à tous. Et donc, le prochain café réponse aura lieu fin juin, le dernier mardi de juin. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore le sujet. Enfin, on le sait, mais ce sera une surprise. À bientôt. Au revoir. À bientôt, Au bonne revoir. journée. Merci à tous, au revoir. Merci.